Donc, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si on peut commencer. Docteur Israël, je pense qu'on peut attendre quelques minutes, le temps que tout le monde soit là. OK. Je pense que vous pouvez commencer, docteur Israël. OK. Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 4e webinaire organisé par la Société tunisienne de partenariat avec le laboratoire Ferial. Donc, on va parler ce soir d'un sujet d'actualité qui est la baisse du désir féminin. Quel arsenal thérapeutique médicamenteux? Donc, ce webinaire sera animé par mes chers collègues, Dr. Rim Brahim, endocrinologue. Bonsoir, docteur. Et Dr. Ons Kaabeya, gynécologue sexologue. Donc, je vais commencer tout d'abord par un petit rappel nosographique. Donc, pour rappeler, donc, dans le DSM-4, on parlait plutôt d'un trouble du désir sexuel hypoactive. Dans le DSM-5, le trouble a été distingué par des différences entre les deux sexes, masculin et féminin. Donc, on parle plutôt d'un trouble de l'intérêt et de l'excitation sexuelle féminin et d'un trouble du désir sexuel hypoactif masculin. Donc, il s'agit ici d'une approche individualiste. Le niveau de désir sexuel de chaque partenaire est pris isolément en dehors de toute interaction de couple. Donc, ce concept a évolué de nos jours. Donc, on parle plutôt d'une différence de désir entre les deux partenaires, c'est-à-dire d'un écart de libido. C'est la différence de niveau ou de fréquence de l'activité sexuelle entre deux partenaires dans une relation intime. Donc, il s'agit plutôt d'un concept en lien avec une relation et non le résultat d'un trouble individuel. Donc, je vais commencer par un petit cas clinique suivi d'un quiz auquel je vous invite d'y répondre. Donc, Madame Laila, 54 ans, mariée depuis 25 ans, consulte pour une baisse du désir sexuel évoluant depuis 3 ans. Donc, elle est mère de 3 enfants, vit seule avec son conjoint depuis le départ de son Benjamin à la faculté. Donc, depuis 3 ans, soit depuis sa ménopause, elle se plaint de troubles de la lubrification avec inconfort à la pénétration, de difficultés à atteindre l'orgasme, une diminution importante des activités sexuelles seules et en couple, une absence de fantasmes, de pensées sexuelles, de plaisir et de satisfaction sexuelle. Il existe aussi des difficultés conjugales depuis 1 an. Donc, vous suspectez chez cette patiente un désir féminin hypoactif secondaire et global. Donc, question 1.
Quel autre élément de l'histoire désirez-vous obtenir pour préciser votre impression diagnostique? Donc, un statut psychologique, anxiété, dépression. 2, statut hormonal. 3, antécédents médicaux et médication. 4, fonction sexuelle du partenaire. 5, relations interpersonnelles et de couple. Vous pouvez choisir une ou plusieurs réponses. Donc, pour cette réponse, la plupart des participants ont répondu statut psychologique, anxiété et dépression, et toutes les réponses ont été choisies. Donc, relations interpersonnelles et de couple en deuxième position, antécédents médicaux et médication, okay, statut hormonal et fonction sexuelle du partenaire. Donc, on va passer au reste. Donc, l'histoire médicale trouve une patiente en bonne santé, sans antécédents médicaux particuliers. Elle ne prend aucun médicament. Elle est non fumeuse, plutôt sédentaire. La relation de couple est jugée harmonieuse avec une fonction sexuelle du partenaire satisfaisante. Elle éprouve de la détresse par rapport à la baisse de son désir sexuel. Il n'y a pas de syndrome anxio-dépressif patent et l'examen physique trouve des signes d'atrophie vaginale et un prolapsus urogénital débutant sans fuite urinaire. Donc, question 2. Quelles étiologies du désir féminin hypoactif suspectez-vous? Donc, 1. Le syndrome urogénital de la ménopause, dyspareunie, sécheresse vaginale, prolapsus. 2. Un trouble de l'excitation et de l'orgasme. 3. Une conjugopathie. 4. Le syndrome du Nivy. Vous pouvez choisir une ou plusieurs réponses. Donc, la plupart des participants suspectent comme étiologie le syndrome urogénital de la ménopause et un trouble de l'excitation et de l'orgasme, suivi du syndrome du Nidis, puis d'autres ont choisi la conjugopathie. Question 3. Quelle est votre stratégie thérapeutique? Donc, 1. Proposer une œstrogénothérapie par voie vaginale. 2. Proposer une œstrogénothérapie transcutanée. 3. Proposer une œstrogénothérapie par voie orale. 4. Proposer de la testostérone. 5. Recommander une sexothérapie. Vous pouvez choisir une ou plusieurs réponses. Donc, 82% des participants recommandent une sexothérapie, suivi de 68% des participants qui proposent une œstrogénothérapie par voie vaginale. À peu près 10% proposent une œstrogénothérapie transcutanée ou orale.
quelques participants proposent de la testostérone. Ok. Donc, je laisse la parole tout de suite à ma chère collègue, Dr. Mbrahim, pour avoir son avis d'endocrinologue sur le sujet. Sinon, s'il y a des questions, vous pouvez les poser dans la rubrique questions-réponses. Bonsoir tout le monde. Je vais partager mon écran. Merci Molka pour cette présentation et ce cas clinique très intéressant. Donc, à partir des réponses, on va pouvoir discuter donc, le point de vue de l'endocrinologue dans la prise en charge en cas de baisse du désir féminin. Donc, je remercie la Société tunisienne de sexologie de m'avoir invitée et je remercie aussi Dr Mariam Mahfouli et Molka et Ons pour le travail qu'on a fait ensemble. C'était très enrichissant. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, je vais commencer juste. Je me suis basée sur différentes en fait, consensus qui ont été publiés. Je ne suis pas entrée en détail dans les études pour commenter les études parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, c'est en 15 minutes, on va essayer de faire le tour de la question donc le point de vue de l'endocrinologue. Donc, le trouble du désir sexuel touche en moyenne 10% de la population féminine. Donc, une femme sur 10 peut avoir ce trouble du désir sexuel. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Mais je pense que c'est très important aussi d'aborder ce sujet et donc qui est aussi très fréquent après une ménopause chirurgicale, ovarectomie bilatérale. On va voir pourquoi. Donc, la définition, en gros, c'est une déficience ou absence de fantasme sexuel et de désir d'activité sexuelle et qui provoque en fait vraiment une souffrance au sein de l'individu et du couple. Donc, peu de femmes peut-être peuvent exprimer la nécessité de prise en charge. Donc, quand on peut poser la question à des femmes qu'on voit en détresse, et puis donc là démarre l'enquête étiologique. Donc, la fonction et la dysfonction sexuelle féminine, elle est donc c'est complexe en fait. C'est pas que l'état hormonal, c'est pas que l'état urogénital, mais aussi il y a la psychologie, il y a une relation interpersonnelle, il y a l'influence culturelle, religieuse, les tabous. Donc, tout ça participe à cette complexité. Donc, on voit ici que l'état hormonal, c'est vraiment une petite partie de ce trouble. Mais il ne faut pas passer à côté il y a une balance continue entre des mécanismes excitateurs et des mécanismes inhibiteurs. Donc là, on voit que c'est surtout donc, la dopamine qui joue un rôle très important avec la testostérone et les œstrogènes dans le contrôle donc, excitateur du désir. Et on a aussi la sérotonine, la prolactine et les opioïdes qui peuvent aussi agir au niveau central, au niveau du système limbique et du cortex cérébral en inhibant le désir. Donc, cette balance, quand on a une augmentation de l'activité de ces hormones, donc c'est favorable et la diminution est défavorable. Donc, la dopamine, la testostérone et les androgènes en général, les œstrogènes et le cortisol aigu. Donc, l'augmentation de l'activité de ces hormones et de ces neurotransmetteurs donc, favorise le désir, alors que la diminution de la sérotonine, de la prolactine, diminue le désir. Et en fait, c'est un peu, donc on va voir le cas des hormones thyroïdiennes où l'augmentation et la diminution peut influencer donc le désir en l'inhibant. Donc, le rôle, on va commencer par le rôle des œstrogènes. Donc là, chez les femmes qui sont réglées, qui ont des cycles menstruels réguliers,
on voit qu'il y a une augmentation du désir sexuel au milieu du cycle et qui semble être liée au taux d'œstradiol, et plus liée à l'augmentation de taux d'œstradiol que de la testostérone. Donc là, la fréquence des rapports sexuels dans des études faites, certes, sur que 35 femmes, mais montrant que l'augmentation de l'activité sexuelle est centrée au milieu du cycle. Et donc, on a une association entre la baisse du désir et la diminution du taux d'œstradiol en périménopause. L'effet, est-ce qu'il est direct par action centrale ou direct aussi par l'atrophie urogénitale, donc qui peut donner une dyspareunie secondaire, la baisse du flux sanguin, ou indirect parce qu'il y a les symptômes de la carence œstrogénique qui donnent des coups de chaleur, de sécheresse vaginale, modification de l'humeur qui peut aussi contribuer à la baisse de la libido. Est-ce que la testostérone a un rôle? C'est une question qui a été vraiment bien étudiée il y a quelques années, mais là, on a des réponses et des conclusions. Donc, chez la femme, on a 50% de la testostérone est produite directement par les ovaires et les glandes surrénales, et 50% provient de la conversion périphérique des précurseurs hormonaux. Avec l'âge, on a une diminution progressive de la production de la testostérone, mais elle n'est pas en fait parallèle à la diminution des oestrogènes. Donc, on sait que la production d'oestrogènes est presque abolie à la ménopause, mais les ovaires gardent quand même une activité à produire de la testostérone, même quelques années après la ménopause. Il n'y a que dans le cas de la ménopause chirurgicale où on assiste vraiment à une diminution du taux de la testostérone de l'ordre de 50%, si les 50% de la production directe des ovaires de la testostérone. Et donc, plusieurs études n'ont pas montré vraiment un lien direct entre le taux d'androgène et le désir sexuel. C'est pour ça qu'il ne faut pas, on va voir ça après, qu'il ne faut pas doser la testostéronémie pour le diagnostic parce que ce n'est pas corrélé. Donc, le taux d'androgène dans le sang n'est pas corrélé avec le désir sexuel. Mais on voit, en cas de ménopause chirurgicale, le risque de trouble du désir sexuel est 2 à 3 fois plus élevé. Donc, il y a une part d'action de la testostérone avec le désir, mais ça, à démontrer. Et là, les hypothèses, pourquoi il y a un rôle de testostérone important, selon quelques auteurs. Donc, on dit qu'il y a l'aromatase au niveau cérébral, et cette aromatase qui convertit la testostérone en oestradiol, donc elle est présente au niveau cérébral et donc elle est active. Et quand on a une augmentation de l'oestradiol intracellulaire, ça peut augmenter la libido. Une autre hypothèse, c'est la synergie entre oestrogène et testostérone au niveau de la sex hormone binding globulin, qui est la protéine porteuse, et qui est en faveur de la testostérone. Donc, quand on a un taux un peu plus élevé de testostérone, ça va être lié à la SHBG et ça va donner plus d'oestradiol actif qui va augmenter le désir. Donc, c'est plutôt le fait d'avoir libéré plus d'oestradiol actif. Et la troisième hypothèse, donc la dopamine, c'est un neuropeptide très impliqué dans le désir, qui est un neurotransmetteur central, et on dit que la testostérone module de façon positive la dopamine, et enfin, possibilité d'un effet central direct de la testostérone sur le mécanisme du désir sexuel. Tout ça, c'est des hypothèses. Donc, la diminution des androgènes impact sur la fonction sexuelle par la baisse du désir. La diminution des oestrogènes, c'est plutôt par atrophie, sécheresse vaginale et dyspareunie. Une autre hormone qui est l'hyperprolactinémie, on sait que ça donne un hypogonadisme secondaire. Donc, en cas de prolactinome ou des médicaments qui sont utilisés en psychiatrie qui peuvent augmenter la prolactinémie. Et dans ce cas, ça diminue l'excitation et l'orgasme. Donc, les maladies ou les facteurs qui contribuent à la baisse du désir sexuel, donc on a plusieurs maladies, dans les maladies chroniques, le syndrome métabolique, le diabète, l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie, l'hyperprolactinémie, l'insuffisance surrénalienne, et donc d'autres hormones qui sont les pilules œstroprogestatives, on va dire deux mots après, les anti-androgènes, les glucocorticoïdes,
et tout ce qui agonise et antagonise de la GnRH. Donc, le diabète, ça donne des troubles de l'excitation de l'orgasme, l'hystéroïdie, la diminution du désir, ainsi que l'insuffisance en androgène. La dépression donne une diminution du désir. Les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique, donnent plutôt des troubles de l'excitation et de l'orgasme. Et les maladies neurologiques donnent plutôt des troubles de l'excitation. Mais pourquoi ça peut donner ça? Donc, le syndrome métabolique, il y a un lien très fréquent avec les troubles du désir sexuel. Donc, peut-être par la présence du diabète. Donc, le diabète, c'est la neuropathie, l'atteinte artérielle, un peu comme chez l'homme, mais ce n'est pas exactement le même mécanisme. Après, le ressenti d'une maladie chronique, donc on peut avoir une dépression quand on a une maladie chronique, l'image du corps en cas d'obésité. L'hyperthyroïdie, donc ça influence donc le taux de la SHBG qui augmente, donc on a moins de stradiol libre. L'hypothyroïdie, ça peut donner, surtout l'hypothyroïdie primaire, ça donne une augmentation de la prolactine qui inhibe, donc qui donne un hypogonadisme et qui inhibe aussi le désir. La maladie d'Addison ou l'insuffisance surrénalienne, donc ça donne une diminution du sulfate de DHEA qui est un androgène. Et ces patientes qui ont une maladie d'Addison peuvent exprimer un trouble du désir sexuel. Et puis, tout ce qui est hypogonadisme, puisque ça donne un manque de stradiol, donc c'est comme l'insuffisance ovarienne prématurée ou tout ce qui est hypogonadisme fonctionnel lié à un stress important chez les grandes sportives ou secondaire à une pathologie hypophysaire. Les contraceptifs oraux et troubles du désir sexuel, donc c'est une question difficile à préciser parce qu'on sait que les contraceptifs oraux améliorent les douleurs de type dysménorrhée, mais peuvent parfois donner une diminution de la lubrification chez certaines femmes. Les études, c'est controversé, mais donc dans la majorité des cas, on dit que les pilules ne retentissent pas sur le désir sexuel féminin. Donc, c'était une polémique, mais on retient que ça ne diminue pas le désir féminin. L'évaluation médico-sexuelle, donc en tant que médecin, gynécologue, psychiatre ou endocrinologue, donc il faut chercher une endocrinopathie, une maladie chronique à l'interrogatoire et à l'examen clinique. Le bilan hormonal est à demander s'il y a une perte globale du désir et s'il y a des signes évocateurs. Donc, on ne le demande pas systématiquement. Surtout, le syndrome métabolique, le poids, la tension artérielle, la glycémie, le bilan lipidique. Le stradiol FSH, on peut demander pour documenter ou diagnostiquer la ménopause. Et puis, pour les autres dosages, surtout donc, la testostéronémie. Donc, il ne faut pas le doser parce qu'il n'y a pas de corrélation directe. Même si on décide de traiter par testostérone, il ne faut pas le doser. Donc, l'arsenal thérapeutique, c'est ça le but de la question. L'intérêt, donc, c'est vraiment, j'insiste sur l'intérêt de la multidisciplinarité de l'approche qui est au premier plan. Donc, il n'y a pas le sexologue qui traite tout seul ou le gynécologue. Donc, c'est vraiment, ça doit être une prise en charge multidisciplinaire. Donc, on commence par le traitement hormonal de la ménopause. Est-ce que c'est indiqué en cas de désir féminin? Donc, le traitement hormonal substitutif contenant des œstrogènes donc, par patch ou par voie orale, l'indication, c'est vraiment les symptômes vasomoteurs. Donc, ça améliore la qualité de sommeil, les bouffées de chaleur, l'état général et la sécheresse vaginale, mais et ça peut aussi prévenir les fractures, mais ça ne doit pas être vraiment un traitement chez les patients qui ne souffrent que du trouble du désir sexuel. Donc, ce n'est pas une indication retenue par les consensus internationaux. Là, on a le consensus international sur le traitement hormonal de la ménopause en France. Donc, on ne retient pas l'indication de traitement hormonal substitutif pour les patientes qui ont que le trouble du désir sexuel. Les œstrogènes par voie vaginale, donc on sait que presque la moitié des femmes préménopausées qui ont un trouble du désir sexuel ont un problème de lubrification. Et les œstrogènes par voie locale augmentent l'épaisseur de la muqueuse vaginale, l'hydratation, le niveau de fluide. Et le traitement local, donc à faible dose,
ça, je l'ai pris du consensus du traitement de la femme ménopausée. Donc, par œstrogène à faible dose et à préférer pour les femmes qui se plaignent uniquement de la sécheresse vaginale et de dyspareunie. La qualité donc, du rapport sexuel sera améliorée, ce qui pourra réactiver le désir sexuel émoussé. Donc là, on retient que c'est une très bonne indication chez les femmes ménopausées. Est-ce qu'il y a un bénéfice du traitement par testostérone? Donc, il y a différentes préparations de testostérone utilisées, donc comprimés, injections, mais surtout donc la voie percutanée par crème, gel ou patch. On sait que donc, la sécrétion de testostérone chez la femme, c'est 10% du taux chez l'homme. Donc, s'il n'y a pas d'étude du meilleur dosage, mais si on fait un peu un calcul, on peut calculer 10% de la dose recommandée pour l'homme. Le bénéfice donc cherché, c'est l'amélioration du désir, du plaisir, de l'excitation, de l'orgasme. Mais aussi, on a donc dans quelques études, ça a été retrouvé dans le groupe placebo, ce qui marque qu'il y a d'autres facteurs qui sont impliqués. Le taux de testostérone, donc le plus testé, c'était avec le patch Intrasta qui est à 300 microgrammes par jour, mais chez les patientes qui ont eu donc ce dosage, donc elles ont eu toujours un taux supraphysiologique quand on dose la testostéronémie lors du suivi. Et donc, les études sont parfois biaisées parce que parfois, on associe le traitement par testostérone au traitement hormonal substitutif. Donc, voilà, faire la part des choses n'est pas toujours facile. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un manque d'études robustes. Il ne faut pas oublier, comme donc, pour le traitement hormonal substitutif, donc, il y a un risque de cancer du sein, de l'endomètre, d'épisodes véno-thrombotiques, puisque la testostérone se convertit en oestradiol, et puis il y a les effets androgéniques, qui sont le hirsutisme et l'acné, mais ces effets androgéniques, dans les études, n'ont pas amené à arrêter le traitement. Donc, ce n'était pas vraiment très marqué. Et puis, les études à long terme pour les conséquences type cardiovasculaire sont nécessaires, comme pour le traitement hormonal substitutif. Donc, le traitement par patch n'a pas eu l'accord de la FDA aux États-Unis. Il a eu donc l'autorisation de mise sur le marché en France uniquement pour les femmes qui ont eu une castration chirurgicale et il n'est plus commercialisé depuis plus qu'un an. Et pour l'HAS, la Haute Autorité de Santé en France, la tolérance à long terme de ce médicament n'est pas connue, le rapport efficacité-effet indésirable est faible et sa place dans la stratégie thérapeutique n'est pas établie. L'Endocrine Society, qui est donc l'association endocrino des États-Unis, donc confirme qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux de testostérone et la présence de symptômes. Il n'y a pas de valeur seuil au-dessous de laquelle on peut considérer qu'il y a un déficit androgénique. Donc, même le taux, pour les limites, on sait que ça doit être inférieur à tel taux, mais pas de seuil au-dessous. Donc, le dosage de testostérone n'est pas utile pour sélectionner les sujets à traiter. Pas de préparation de testostérone pour usage des femmes disponible et approuvé, même le patch n'a pas été approuvé. Et puis, il n'y a pas de données scientifiques suffisantes concernant l'usage de testostérone, notamment chez les femmes préménopausées avec baisse de libido, parce qu'il n'y a aucune étude qui a été faite chez les femmes préménopausées. Est-ce qu'on peut substituer par des DHEA sulfate? Donc, oui, il y a des études qui ont été testées chez des femmes de plus de 70 ans, la prescription de DHEA, qui est un androgène surrénalien. Donc, ça peut augmenter le taux d'œstrogène de façon variable et de testostérone, mais donc l'amélioration n'était pas vraiment concrète sur le désir sexuel. L'indication, c'est vraiment, ça doit être limité à l'insuffisance surrénalienne et n'est pas systématique chez les patients qui sont en souffrance en plus de leur insuffisance surrénalienne. Donc là, c'est vraiment à chercher, mais ça ne doit pas être systématique. Et des travaux récents maintenant tester la forme intravaginale de DHEA sulfate qui sont prometteurs,
puisque ça peut donner vraiment les mêmes effets que l'œstrogène. Mais c'est en cours d'étude. Un petit mot avant de conclure. Donc, la tibolone, c'est un dérivé de norméthyltestostérone qui est pourvu de propriétés progestatives, androgéniques et œstrogéniques, mais qui sont faibles. Donc, l'idée d'utiliser la tibolone, c'est de ne pas avoir les effets indésirables des androgènes et des œstrogènes, et donc surtout les effets sur le cancer du sein, le cancer de l'endomètre, les accidents thromboemboliques. Ça semble plus efficace dans le traitement du trouble du désir sexuel, mais donc pas d'études le comparant à un traitement de base, et il n'est pas encore retenu dans cette indication. Donc, en pratique, donc les troubles de désir sexuel féminin sont complexes, multifactoriels, parce que le repérage de la limite entre normal et pathologique s'avère difficile. Pour éviter toute subjectivité dans le diagnostic et de la prise en charge, donc il faut vraiment intégrer l'interrogatoire, l'examen clinique et chercher les étiologies possibles. L'âge de la patiente, je pense que c'est un élément très important parce qu'avant la ménopause, les facteurs psychologiques, le stress, donc le mode de vie qui impactent le désir sexuel sont les plus fréquents. Et après 50 ans, donc c'est les troubles d'excitation, de lubrification et du désir. Donc là, il faut vraiment un examen gynécologique, urogénital, et une œstrogénothérapie locale est recommandée. Dans les deux cas, ne pas passer à côté d'une cause endocrinienne, une pathologie médicale, donc adresser si besoin un endocrinologue pour chercher donc une cause endocrinienne. En conclusion, une femme bien dans sa peau sera bien dans son désir. La complexité et le caractère multifactoriel rendent toute solution unique insuffisante. Donc, il faut vraiment une prise en charge multifactorielle et l'objectivité de l'évaluation initiale. Donc, vraiment, un bon interrogatoire, un bon examen clinique peut préciser la suite de la prise en charge. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Dr. Braha. Je passe cet effort enrichissant, donc je passe tout de suite la parole à Dr. Ons Kaabeya pour avoir son avis en tant que gynécologue sexologue. Merci beaucoup, chère Molka, pour me céder la parole. Je suis très honorée de passer après Dr. Braham, que j'ai eu la chance de côtoyer à Sousse lors de mon passage au service d'endocrino et qui est actuellement endocrinologue, mais en France. Et donc, elle nous a donné un aperçu de sa pratique en France. Et là, je me permets de donner le point de vue du sexologue que je vais essayer de ramener plus sur le contexte tunisien et tout en utilisant ces informations qui nous ont été données concernant la relation entre hormones sexuelles et désir féminin. Donc, je remercie aussi la Société tunisienne de sexologie clinique de m'avoir offert cette plateforme pour vous donner mon expérience. Et j'espère que ce topo sera à la hauteur de vos attentes. Bien sûr, vous êtes priés de poser vos questions dans la section questions-réponses et nous serons heureux d'y répondre dans la deuxième partie du webinaire. Donc, pour ma part, je vais essayer de parler du point de vue du sexologue, même si j'ai la casquette du gynéco aussi. Voilà. Et donc, comme vous l'avez vu, et je pense que la présence d'une centaine de participants aujourd'hui au webinaire montre bien que le trouble du désir sexuel féminin est un vrai casse-tête et on espère que déjà, grâce à la première partie qui a été présentée par Dr. Blair, vous avez pu avancer sur la physiopathe et qu'à la fin de ma présentation, ce sera un peu plus digeste. Donc, mon premier, c'est désir. Le désir, c'est le starter, c'est le point de départ de la réponse sexuelle féminine et masculine, mais là, on est plus dans la réponse sexuelle féminine. Et donc, le désir est nécessaire avant et pendant
la phase excitatoire. Donc, c'est vraiment le starter de la réponse sexuelle. Et le désir n'est pas seulement quelque chose qui est objectif, mais il y a beaucoup de subjectivité dessus. Et donc, ce n'est pas facile de le définir. Et Dr. Braham l'a très, très bien expliqué. C'est vrai qu'il y a une composante biologique, qu'elle soit hormonale ou neurobiologique, mais il y a essentiellement une composante cognitivo-comportementale et puis de la motivation sexuelle, c'est-à-dire quelles sont les attentes de la patiente. Et cette composante cognitivo-comportementale, elle est relativement liée aux affects et aux émotions. Et donc, il faut que la femme soit en disponibilité émotionnelle et qu'elle puisse avoir de l'espace pour développer son désir. Donc, le désir sexuel n'est pas toujours spontané. Ça, c'est un message clé qui me semble très important. Et puis, il n'y a pas de norme pour le désir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme pour les délais ou les tailles des organes, etc., pour le désir, il n'y a pas une quantité X qui soit un cut-off au-delà de laquelle on dise que ce soit une baisse du désir ou une augmentation du désir. Après, l'autre problématique qui a été soulevée, c'est qu'on a eu beaucoup de changements dans les définitions, dans les classifications, mais grosso modo, ce qui ressort de cette vingtaine d'années de recherche sur le domaine, c'est que les troubles du désir féminin ne sont pas les troubles de l'excitation féminine, essentiellement parce que le désir et l'excitation chez la femme n'ont pas la même physiopathologie et que vous avez déjà vu que certaines hormones influencent le désir, d'autres influence l'excitation chez la femme. Pareil, l'excitation, c'est plutôt un phénomène qui est vasculaire, alors que le désir va être plutôt neurologique. La deuxième remarque, c'est que la baisse du désir féminin est différente de la dysfonction érectile chez l'homme. Et ça, rien que parce que le substratum physiopathologique du désir féminin, physiologique du désir féminin et de l'érection chez l'homme sont complètement différents. Le troisième point qu'il faut retenir, c'est qu'il faut considérer plutôt qu'il y a un écart de désir dans le couple plutôt que de considérer qu'il y a une baisse du désir sexuel chez l'un des partenaires. Donc ça a été évoqué par Dr. Zral en tout début, mais je pense qu'il est très important qu'on insiste sur le fait qu'on est en train de shifter du paradigme qu'il y a une baisse du désir sexuel masculine et une baisse du désir sexuel féminine, mais que pour chaque couple, il peut y avoir un moment ou des moments où ils vont ressentir un écart au niveau du désir sexuel entre les deux partenaires. Donc, le quatrième point, c'est que la souffrance, c'est un facteur clé dans la définition à chaque fois de ce trouble du désir féminin. Mais la souffrance engendrée par cet écart de désir, elle peut toucher la femme, mais elle peut aussi toucher son partenaire. Et donc, là aussi, c'est important de recueillir le vécu et le ressenti du partenaire de la patiente. Donc ça, c'est les principaux points que je voulais rappeler concernant les définitions. Après, pour les critères diagnostiques, en général, le couple va venir avec comme principal motif une baisse de la fréquence des rapports sexuels, où là, ça va être le moment de dire qu'il n'y a pas de norme et que, comme je vous l'ai dit antérieurement, il n'y a pas de normalité dans le désir, c'est-à-dire que la fréquence des relations sexuelles, c'est vrai que les études peuvent rapporter des moyennes pour les rapports sexuels par semaine dans un pays ou dans un autre, mais pour chaque couple, à chaque moment de sa constitution, il va y avoir une fréquence des relations sexuelles différente et que la fréquence des relations sexuelles, elle diminue de façon normale, entre guillemets, avec la durée de la relation. Donc, le deuxième élément qu'on pourrait explorer, c'est la dimension fantasmatique.
C'est vrai que ça c'est à explorer et chez les femmes qui sont en couple, mais aussi chez les femmes qui ne sont pas en couple, mais qui rapportent une baisse du désir. Et c'est là que les fantasmes peuvent nous aider à évaluer cette modification au niveau des intérêts sexuels. Et c'est un élément qu'il va falloir explorer. Et si cette dimension fantasmatique est présente, c'est un bon pronostic pour la prise en charge pour la suite. La troisième composante diagnostique qu'il va falloir explorer, c'est la dimension cognitivo-comportementale. Et donc là, on va évaluer la disponibilité de la patiente et de la partenaire pour être dans l'aptitude au désir. La quatrième dimension qui est environnementale et relationnelle, donc on va évaluer la relation dans le couple en dehors de la sexualité, pas forcément en rapport avec la sexualité. Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur relation de couple en faisant fi de la sexualité? Et puis, on va évaluer l'environnement et surtout essayer de pointer les éléments négatifs ou défavorables, que ce soit au travail, dans la famille, avec les enfants, avec les amis, etc., etc. Puis vient la dimension clinique qui a été abordée par Dr. Braham. Donc, on va rechercher tout ce qui est endocrinopathie, on va évaluer le statut hormonal, on va rechercher d'autres maladies chroniques, des prises médicamenteuses, une consommation de toxiques, etc., etc. Après, va venir le temps de poser le diagnostic. Et pour poser le diagnostic, moi, je suis en train de vous proposer un instrument qui a été validé par plusieurs sociétés savantes. C'est un questionnaire avec 4 questions qui sont à réponse oui ou non. Donc, est-ce que dans le passé, vous avez senti que vous aviez un niveau de désir sexuel qui était satisfaisant? Est-ce qu'il y a eu une baisse de votre désir ou de votre intérêt sexuel? Est-ce que cette baisse vous gêne? Est-ce que cette baisse du désir sexuel vous gêne? Et est-ce que vous voudriez que votre niveau de désir ou d'intérêt sexuel augmente? Si la patiente répond oui à ces 4 questions, eh bien, vous pouvez poser le diagnostic de désir hypoactif féminin généralisé et acquis. Après, il y a la 5e question qui va nous permettre de détecter est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui soient étiologiques et qui soit responsable de ce désir hypoactif. Et là, on va rechercher, est-ce qu'il y a eu une chirurgie en particulier? Vous avez vu que les ovarectomies, tout ce qui est chirurgie du tractus génital peut être responsable de ça. Est-ce qu'il y a des dépressions? Est-ce qu'il y a des traumatismes ou des plaies qui ont changé l'image du corps? Est-ce qu'il y a des maladies chroniques? La 2e question, c'est les prises médicamenteuses et les intoxications. La 3e, c'est les événements de vie tels que la grossesse, l'accouchement, la ménopause. La 4e, c'est évaluer est-ce qu'il y a d'autres dysfonctions sexuelles féminines, parce qu'on sait que les dysfonctions peuvent être secondaires les unes aux autres. Et puis, il faut rechercher est-ce qu'il y a une dysfonction en miroir, une dysfonction sexuelle en miroir chez le partenaire. Puis, est-ce qu'il y a une conjugopathie ou une insatisfaction dans le couple. Et enfin, rechercher le stress et la fatigue qui sont des entraves à la disponibilité émotionnelle. Donc tout ça, ça nous permet de gérer grosso modo et de classer cette baisse du désir en primaire ou secondaire, permanente ou capricieuse, brutale ou progressive, généralisée ou sélective. Et après, on va classer en fonction de ce qu'on a trouvé comme étiologie. Est-ce qu'on a trouvé une étiologie organique, une étiologie psychogène, ou est-ce que c'est mixte? Donc, je ne reviendrai pas sur les étiologies organiques. Pour les étiologies psychogènes, j'assisterai pour tout ce qui est trouble du désir féminin primitif, sur tout ce qui est agénésie fantasmatique par inhibition morale et culpabilité, avec un conditionnement négatif par l'entourage. Et ça, c'est souvent en rapport avec l'absence d'éducation sexuelle complète. Pour tout ce qui est baisse du désir secondaire
On insistera surtout sur les facteurs socio-environnementaux, l'angoisse de l'échec, l'équivalent de l'angoisse de performance, une dépression, les conjugopathies, les autres dysfonctions sexuelles et les événements de vie, et puis l'infertilité, si on voit que sa sexualité était plutôt à but reproductif. Donc, parmi les autres éléments de classification, comme vous l'avez vu, les hormones ont un intérêt pour l'évaluation du désir féminin. Et donc là, le statut hormonal va être important. Est-ce que la patiente est ménopausée ou pas? Parce que là, je me permets de vous rappeler que la ménopause, c'est pas juste à un instant T, c'est un phénomène qui commence en préménopause avec les troubles vasomoteurs, les troubles du sommeil et de l'humeur qui peuvent en eux-mêmes retentir sur le désir féminin. En périménopause, vous allez avoir les troubles des menstruations qui vont gêner la fréquence des rapports, surtout si les menstruations et le saignement vaginal va être inopiné. Et puis, dernièrement, après qu'il y ait eu disparition des saignements, va apparaître le syndrome urogénital, les troubles sexuels, en particulier les dyspareunies et l'atrophie vulvovaginale, qui sont eux aussi des facteurs qui pourraient être responsables de baisse de désir sexuel féminin secondaire. Donc, quid de la prise en charge? Elle est essentiellement, et si vous devez retenir un message de ma présentation, je voudrais que vous reteniez celui-là, la prise en charge des patientes présentant un écart de désir dans leur couple est essentiellement non pharmacologique. Pour ce qui est pharmacologique, il y a du non hormonal et de l'hormonal. Pour la prise en charge non pharmacologique, les objectifs de cette prise en charge, c'est de diminuer la souffrance, parce qu'on a dit que la gêne et la souffrance, c'est un élément clé dans le diagnostic. Et donc, en tant que sexologue, nous devons prendre en charge cette souffrance qui est liée aux troubles du désir dans le couple, c'est-à-dire qu'on doit prendre en charge la souffrance de la femme et de son partenaire. On va travailler avec le couple sur l'acceptation de cet écart de désir. On va travailler avec le couple pour qu'il cherche la fréquence de rapport sexuel qui soit intermédiaire entre les désirs de chacun et qui soit idéal pour ce couple-là. Et ça, le couple va l'atteindre via la communication. Et enfin, on va essayer de développer le désir sexuel chez le partenaire qui est le moins désirant. Donc, pour cette prise en charge non pharmacologique, on va avoir 3 axes. Le premier, c'est la sexo-éducation ou l'éducation à la sexualité. Puis, on va y avoir, comme je vous l'ai dit, on a changé de paradigme et ce n'est plus une pathologie de l'individu, mais une pathologie du couple. Donc, il va y avoir un temps de thérapie de couple. Et enfin, il va y avoir le temps de la sexothérapie. Donc, pour l'éducation, pour la sexo-éducation, donc il faut reformuler, je réinsiste sur ça, il faut éduquer les couples et leur dire que c'est un problème du couple et non un problème de l'individu ou d'un des deux partenaires. Il faut normaliser, c'est-à-dire qu'on va expliquer que la baisse du désir est physiologique et que pour chaque couple, il y a une diminution quasi mathématique qui augmente, le désir baisse au fur et à mesure que la durée de la relation augmente. Et l'autre information qu'on va donner en termes de normalisation, c'est que le désir est fluctuant tout au long de la journée ou d'une journée à l'autre. L'autre information qu'on doit donner, c'est qu'on va comprendre que c'est responsable d'un stress, cet écart de désir. On va aider chacun des participants, des partenaires, à gérer ce stress-là. Enfin, on va aider les partenaires à développer des attentes réalistes, c'est-à-dire que s'il y a des idées reçues, des fausses croyances ou bien une envie de se conformer à une normalité qui n'en est pas une, là, on va essayer d'éclairer les partenaires et pour qu'ils développent des attentes plus réalistes. Enfin, on va essayer de déculpabiliser le partenaire qui a eu des relations sexuelles sans désir en utilisant une formule qui pourrait être
un peu choquante, mais l'appétit vient en mangeant. Donc ça, c'est le premier volet qui est le volet de la sexo-éducation. Le deuxième volet, c'est la thérapie de couple. Et là, il faut apprendre au couple que la routine peut être une des causes de cet écart de désir. Et donc, il faut faire des exercices pour rompre la routine. Le deuxième axe sur lequel on peut travailler, c'est la distance dans le couple. Si le couple est fusionnel, trop de couple peut tuer le désir. Donc, la fusion du couple peut tuer le désir. Donc, on peut travailler sur la distance dans le couple. Enfin, il faut communiquer au sein du couple. Le couple va communiquer, c'est vrai, autour de la sexualité pour parler des préférences de chacun, des fantasmes de chacun, mais aussi des limites de chacun pour aboutir à une liste de compromis et d'efforts possibles. Et puis, le partenaire ou la partenaire doit apprendre à décliner une demande d'activité sexuelle, mais cette déclinaison doit être de façon respectueuse, positive et non rejetante pour le partenaire. Donc, trouver les mots pour le dire. Et pour ça, le couple ne doit pas seulement communiquer autour de la sexualité, mais il doit aussi communiquer autour de ses affects, il va autour des émotions, parce que les affects et les émotions, c'est les starters, c'est les catalyseurs du désir sexuel. Donc, la communication va aller au-delà du champ de la sexualité et le couple va travailler sur la résolution des conflits et en vue d'une meilleure satisfaction relationnelle pour la composante au-delà de la composante sexuelle. Enfin, pour les sexothérapies, pour la sexothérapie, on va aborder le sensate focus, mais on abordera la sexothérapie qu'après avoir levé les conjugopathies, parce que c'est comme ça, on ne peut pas parler d'intimité dans un couple s'il existe des problèmes de communication ou d'insatisfaction dans ce dernier. Donc, cette prise en charge va être centrée sur les interactions de chacun et chaque partenaire va créer la cartographie sensuelle et sensorielle de son partenaire afin de stimuler le désir parce que je vais le redire encore une fois, le désir peut ne pas être spontané, mais il doit être stimulé et il doit être retrouvé. Et puis, chacun des deux partenaires, grâce à ces exercices de sensate focus, pourra comprendre mieux le besoin d'avoir une activité sexuelle, mais aussi le besoin de ne pas en avoir. Parce que quand le couple fait le sensate focus, en parallèle, il y a une interdiction des rapports sexuels, ce qui pourrait diminuer une partie de la tension dans le couple. Donc ça, c'était la prise en charge non pharmacologique. Pour ce qui est de la prise en charge pharmacologique, il y a essentiellement le traitement de toutes les pathologies associées, mais aussi il y a les traitements spécifiques des troubles du désir féminin, non hormonaux et hormonaux. Donc, je ne rappellerai pas les traitements hormonaux qui ont été brillamment expliqués par Dr. Braham et je vais me contenter de vous rappeler les neuromédiateurs du désir féminin. Donc, la dopamine et la norépinéphrine, c'est les stimulateurs du désir sexuel féminin, alors que la sérotonine, quand elle augmente au niveau du cerveau, elle va inhiber le désir. Pour ça, il y a eu une pléthore de produits qui ont été utilisés, mais ils ont été utilisés et proposés hors AMM et hors autorisation de mise sur le marché, ce qui se fait à l'heure actuelle et après avoir fait la revue exhaustive de ce qui est disponible, il n'y a pas de molécule miracle pour augmenter le désir féminin. Aucun essai, même l'essai Reconnect, même les essais qui ont permis de mettre sur le marché certaines molécules ne sont pas aussi probants que ça. Et il n'y a aucune molécule qui a l'AMM pour les troubles du désir féminin chez la femme ménopausée. En ce qui concerne les deux molécules qui ont été approuvées aux États-Unis, c'est pour les femmes en périménopause. Il y a la phylbensérine et puis il y a le bremelanotide. Donc ces deux molécules, en fait, qu'est-ce que je vais vous dire dessus ? C'est que
S'ils sont passés, c'est grâce au lobbying et pas forcément à la robustesse des études. Donc, pour la flibanserine, ou molécule qui est commercialisée sous le nom de Adi, en fait, c'est un antidépresseur qui a échoué. Ils étaient en phase 2 de l'essai en tant qu'antidépresseur. En fait, c'est une molécule qui est un agoniste du récepteur de la sérotonine 5-HT1A et un antagoniste du récepteur 5-HT2A. Et donc, ça a augmenté la dopamine et ça diminue la sérotonine, théoriquement. Et quand ils étaient en phase 2 de l'essai, ils se sont rendus compte qu'il y avait un bénéfice chez les patientes qui étaient déprimées et qui avaient une baisse du désir sexuel. Mais ce bénéfice a été découvert alors que ce n'était pas le critère principal de l'étude. Donc, il y a eu un essai qui était le Reconnect, et malgré des résultats qui ne sont pas aussi exceptionnels que ça, et grâce à un lobbying extraordinaire, la molécule a été approuvée pour les femmes non ménopausées. La deuxième molécule qui a été approuvée en 2019, c'est le brémélanatoïde ou le Vilesi, c'est plus facile, et c'est un agoniste des récepteurs de la mélanocortine. Et en fait, l'essai là est encore moins probant, avec un effectif qui était relativement réduit, mais toujours grâce au lobbying et grâce à l'adoption de la flibanserine, cette deuxième molécule est passée. Et c'est le même laboratoire qui subventionne les deux. Donc là, je vais terminer avec un arbre décisionnel pour la prise en charge des écarts de désir dans le couple. Et la première question qu'il faut poser en se référant à cet arbre décisionnel qui a été proposé par la Société internationale pour l'étude de la santé sexuelle féminine, c'est est-ce que la patiente ou ou les partenaires ont envie d'en parler? Parce qu'on l'a pas abordé, mais il y a un concept qui est devenu de plus en plus qui voit le jour, qui est la sexualité, c'est-à-dire que oui, il y a un écart de désir sexuel et d'intérêt dans le couple, mais que cet écart-là n'est pas associé à une gêne, n'est pas associé à une détresse chez la personne ou chez les partenaires. Et donc là, ça peut être une asexualité, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Dans notre cas, la patiente présente un désir hypoactif acquis et généralisé. Dans ce cas, comme on l'a expliqué, il faut rechercher les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux pour surtout ceux qui sont modifiables. Une fois qu'on les a identifiés, on va réaliser des séances d'éducation et surtout la prise en charge des pathologies chroniques, la prise en charge des endocrinopathies, la prise en charge de la dépression et de l'anxiété. Une fois qu'on est arrivé au maximum des corrections qu'on pouvait faire, là, on va se poser la question, est-ce qu'on doit ajouter quelque chose en plus de l'éducation et de la correction des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux? Là, va se poser la question du statut ménopausique ou hormonal de la patiente. Si la patiente est en préménopause, ce qu'on considère être le plus intéressant, c'est de faire travailler sur la sexothérapie, bien sûr, après avoir travaillé sur le couple. Si la patiente est en post-ménopause, comme la patiente dans ce cas clinique, c'est vrai que la sexothérapie a toujours sa place, mais l'association d'une hormonothérapie et surtout d'une hormonothérapie vaginale, en améliorant le syndrome urogénital, permettra, une fois que le désir a été réactivé, ça permettra de faciliter les rapports et donc de, entre guillemets, renormaliser la vie sexuelle et l'activité sexuelle du couple. Bien sûr, toujours avec un suivi et une évaluation au fur et à mesure du changement des demandes dans le couple. Voilà, j'en suis arrivée à la fin de ma présentation. La prise en charge des couples, elle est longue, elle est sinueuse et à la fin, j'espère qu'ils peuvent atteindre
une vie sexuelle qui est satisfaisante pour chacun. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ons Kaabeya. C'était très intéressant. Donc, nous allons voir s'il y a des questions. Voilà, justement, c'est Imen Bnamour qui nous pose la question. Et si une femme célibataire, pour une femme célibataire, c'est quoi la définition de la baisse du désir, s'il vous plaît? Donc, comme on l'a dit, quand la femme vient nous voir avec une baisse du désir, s'il n'y a pas de couple en jeu, là, c'est l'intérêt et les fantasmes qu'il va falloir explorer. S'il y a une baisse des fantasmes ou est-ce qu'il n'y en a jamais eu? Et là, comme je vous l'ai dit, soit la patiente est gênée par ça et donc c'est une baisse du désir féminin qu'il va falloir explorer, primaire ou secondaire. On fait la même prise en charge que d'habitude, mais au lieu d'explorer les fréquences de relations sexuelles, là, ça va être très, très important de travailler sur les fantasmes et les intérêts sexuels. Donc, l'existence d'une souffrance, elle est indispensable pour la définition du trouble, d'une souffrance individuelle. Oui, oui. Il faut traiter la souffrance avant tout. Exactement. Donc, une autre question posée par Mariam Gorgi. Y a-t-il un arsenal thérapeutique, phytothérapie, pour améliorer la libido? Bon, je ne sais pas. Alors, il y a eu des études. Il y a même eu des études sur les graines de carotte, pour vous dire, si vous regardez la littérature, vous allez trouver que presque tout a été essayé, mais soit les études n'ont pas été robustes, ce n'étaient pas des essais cliniques bien menés, soit il n'y a pas eu de différence par rapport au placebo. Et donc jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve scientifique qu'une phytothérapie soit intéressante pour le trouble du désir sexuel. Bon, moi, je dirais, si c'est une phytothérapie qui a un but aussi anxiolytique, ça pourrait améliorer un peu par le biais de l'anxiolyse. C'est tout. C'est mon avis de psychiatre. Donc, il y a aussi docteur Abid qui pose l'éjaculation précoce chez l'homme. Peut-elle engendrer une baisse du désir chez sa partenaire? Pardon? L'éjaculation précoce chez l'homme peut-elle engendrer une baisse du désir chez sa partenaire? Oui, donc j'espère que là, le message doit être clair. Quand on a une dysfonction sexuelle chez un des deux partenaires, il faut évaluer chez ce partenaire-là les autres fonctions sexuelles et il faut évaluer chez le partenaire les fonctions sexuelles parce qu'il peut y avoir une dysfonction en miroir, soit qu'elle soit primaire et ayant retenti sur la sexualité du partenaire, ou bien par un hasard, les deux présentent une dysfonction en même temps. Donc oui, toujours, quand vous avez à prendre en charge une dysfonction sexuelle chez l'un des partenaires, chez le même partenaire, vous revoyez toutes les fonctions sexuelles et vous recherchez d'autres dysfonctions associées et chez le partenaire, on évalue les dysfonctions en miroir. Donc c'est possible, mais et puis le webinaire de l'éjaculation prématurée du mois dernier, je pense qu'il a laissé de bons souvenirs. Donc, Dr Brahim, est-ce que vous avez un autre avis à ajouter ou une remarque à ajouter avant de repasser le cas clinique? Je pense que vraiment, ça doit être une prise en charge du couple. Et c'est vrai que quand la patiente qui est en souffrance n'est pas en couple, il faut aussi prendre en charge sa souffrance. C'est pas que une question de couple. C'est vrai que l'absence de fantasme, ça peut être le premier signe d'un hypogonadisme, par exemple, ou d'une dysthyroïdie. Donc, il faut être vigilant et ne pas passer à côté d'une cause organique dans ce cas. Donc, on va repasser le cas clinique et voir si les réponses ont changé.
Merci à vous deux. Donc, c'était très, très intéressant. Donc, on recommence. Madame là, elle a 54 ans, mariée depuis 25 ans, consulte pour une baisse du désir sexuel évoluant depuis 3 ans. Donc, on va directement à la première question. Quel autre élément de l'histoire désirez-vous obtenir pour préciser votre impression diagnostique? Donc, 1, le statut psychologique, 2, le statut hormonal, 3, les antécédents médicaux et médications, 4, fonction sexuelle et du partenaire, 5, relations interpersonnelles et de couple. Donc, vous pouvez choisir plusieurs réponses. Donc, Donc, 98% des participants ont voté. Je ne sais pas, le vote n'est pas encore terminé. Voilà. 98% des participants portent un intérêt important pour le statut psychologique, anxiété et dépression. Et ça me fait plaisir en tant que psychiatre. Donc, aussi, il y a beaucoup d'intérêt pour les relations interpersonnelles et de couple, pour la fonction sexuelle du partenaire et les antécédents médicaux et médications. Donc, c'était les bonnes réponses. Donc, le statut hormonal, c'est clair qu'elle est en ménopause. Donc, l'histoire médicale d'une patiente en bonne santé, des antécédents sans particularité, ne prend aucun médicament, elle est non fumeuse, plutôt sédentaire, relation de couple harmonieuse, fonction sexuelle du partenaire satisfaisante. Elle n'a pas de syndrome anxio-dépressif et l'examen physique trouve des signes d'atrophie vaginale et un prolapsus urogénital débutant sans fuite urinaire. Donc, la question 2, quelles étiologies du désir féminin hypoactif suspectez-vous? 1, le syndrome urogénital de la ménopause. 2, troubles de l'excitation et de l'orgasme. 3, conjugopathie. 4, le syndrome du nid vide. Donc, vous pouvez choisir une ou plusieurs réponses. Donc, les réponses sont le syndrome urogénital de la ménopause à 91%, troubles de l'excitation et de l'orgasme 34%, et avec un faible pourcentage pour le syndrome du nid vide et la conjugopathie. Donc, les bonnes réponses, c'est le syndrome urogénital de la ménopause et un trouble de l'excitation ou de l'orgasme qui peut être responsable d'une baisse du désir. Donc, quand il n'y a pas de conjugopathie dans ce couple. Donc, quelle est votre stratégie thérapeutique? Proposer une œstrogénothérapie par voie vaginale, œstrogénothérapie transcutanée, œstrogénothérapie par voie orale, proposer de la testostérone, recommander une sexothérapie. Donc, vous pouvez choisir une ou plusieurs réponses. Donc, les deux réponses les plus choisies, c'est l'œstrogénothérapie par voie vaginale et la sexothérapie.
Merci de réactiver votre micro, Dr Zral, s'il vous plaît. Oui, c'est bon là? Oui. Donc, comme stratégie thérapeutique, les bonnes réponses étaient de proposer une œstrogénothérapie par voie vaginale et de recommander une sexothérapie. Donc, je vais conclure par mon point de vue de psychiatre au sujet de la baisse du désir féminin. Donc, en effet, comme l'ont dit mes collègues Hans et Rim, la prise en charge doit être multidisciplinaire, surtout pour la prise en charge d'une pathologie médicale causale. Cependant, l'arsenal thérapeutique médicamenteux reste limité pour la baisse du désir féminin, d'où le rôle clé de la sexothérapie. Il faudra explorer les facteurs psychologiques liés à la femme, surtout les facteurs cognitifs et émotionnels, une faible estime de soi, des croyances sexuelles erronées qui sont négatives, un répertoire limité des fantasmes et surtout rechercher s'il y a un trouble anxio-dépressif qui peut être à la cause d'une perte de tous les plaisirs de la vie et en particulier du désir sexuel, qu'il faudra traiter. Il faudra rechercher aussi les facteurs comportementaux chez la femme, comme une éducation sexuelle très limitée et un manque d'expérience sexuelle ou des antécédents d'agression sexuelle à l'origine de ce trouble du désir. Rechercher aussi un autre trouble sexuel chez la femme, comme un trouble de l'excitation ou de l'orgasme. Donc, il faudra aussi explorer le couple et les facteurs psychosexologiques liés à la relation de couple, la fréquence et la qualité des activités sexuelles. On peut trouver un évitement sexuel des deux partenaires ou bien un répertoire sexuel limité et hautement ritualisé, surtout pour les couples, on va dire, anciens, qui ont une routine sexuelle très ritualisée avec absence de toute sensualité. Donc, explorer aussi le degré d'intimité et de rapprochement comme une diminution de la fréquence d'activité de couple tout court. C'est des couples qui ne partagent plus rien ensemble, une absence de contact physique et une communication pauvre, voire absente. Donc, ne pas oublier aussi le partenaire, rechercher chez le partenaire un trouble sexuel comme une éjaculation précoce ou une dysfonction érectile qui peut être à l'origine d'une baisse du désir chez la patiente par insatisfaction sexuelle tout simplement. Une faible attraction physique aussi, ça peut être un partenaire qui ne plaît pas ou ne plaît plus parce qu'il a pris du ventre, parce qu'il est devenu chauve avec les années, ou tout simplement une inexpérience sexuelle chez le partenaire qui est incapable de satisfaire sa conjointe sexuellement. Donc, de cette évaluation minutieuse et globale des facteurs psychosexologiques chez la femme et le couple va découler une prise en charge adaptée au cas par cas. Donc, dans tous les cas, il faudra faire une psychoéducation, une information sexologique, démystifier le trouble, l'expliquer d'une façon simple, la physiopathologie d'une façon simplifiée. Donc, on aura recours aussi à des stratégies cognitives et émotivo-rationnelles pour la modification, par exemple, des fausses croyances. Donc, pour les stratégies sexothérapeutiques, Dr. Hans en a parlé, le sensate focus, le sexual mindfulness, les activités sexuelles nouvelles et pourquoi pas un entraînement fantasmatique, soit par la littérature ou du matériel sexuel. Donc, on aura recours aussi parfois à des interventions au sein du couple par la gestion de la fréquence et de la qualité du temps passé en couple, un entraînement à la communication et au renforçateur amoureux. Donc, ce webinaire touche à sa fin. Je vous rappelle que le 6e congrès tunisien de sexologie clinique se tiendra bientôt, le 26 novembre 2021 à Sousse. Donc, ce sera un congrès hybride. Vous pourrez y assister soit en présentiel, soit en distanciel. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.
Merci Dr Zral, merci Dr Braham pour avoir fait de ce webinaire un succès. On était à plus d'une centaine de participants. On espère vous voir aussi nombreux, là je mets ma casquette de secrétaire général de la société, on espère vous voir aussi nombreux pour notre congrès. Les conférences seront en hybride, en distanciel, les ateliers seront en présentiel et à tous. Le programme est très riche, on espère que vous serez là, que vous serez motivés. Je pense que les conférences, vous avez les sujets qui sont très larges et le désir et la sexualité féminine auront la place belle. Donc, si le sujet vous intéresse, on aura encore d'autres conférences à la pointe de l'actualité sur le sujet. Soyez nombreux, à très bientôt. À bientôt. Merci à vous, Dr Braham. Merci à vous, Dr Hans. Bonne soirée. Merci à tous. À bientôt.